Bonjour, il s'agit là de la dernière vidéo concernant les plantes et donc les adaptations à la vie fixée. Nous verrons dans un premier temps, au cours de cette vidéo, les adaptations qui permettent la bonne circulation des ressources au sein du végétal, et enfin nous verrons les adaptations qui permettent de résister à l'environnement et aux prédateurs. Nous avons vu lors de la précédente vidéo que les végétaux récupéraient 4 types de ressources, l'eau et les ions minéraux, donc qui sont captés par les racines, et donc la lumière et le CO2 qui sont captés par les feuilles. Le problème, c'est que tout le végétal nécessite de l'eau, tout le végétal nécessite des ions minéraux, et tout le végétal nécessite de la matière organique, donc qui est le résultat de la photosynthèse. Du coup, il est nécessaire, pour la survie de notre plante, qu'il y ait un système de circulation qui permette le transfert des ressources d'un point à l'autre de la plante. Donc on imagine que du coup l'eau et les ions minéraux vont devoir se déplacer des racines vers l'ensemble de la plante, tandis que les produits de la photosynthèse, donc créés dans les feuilles, vont devoir aller vers le bas du végétal, donc notamment dans la tige, dans les racines, etc. Donc pour cela, il existe deux types de sèves qui vont permettre un transfert efficace des ressources au sein de la plante. Donc parmi ces deux sèves, on distingue la sève brute. Il s'agit d'une sève qui circule de bas en haut, qui est très riche en eau, qui contient également les ions minéraux, mais en faible concentration. Et donc c'est cette sève brute qui va aller des racines vers tout le reste du végétal, afin d'approvisionner toutes les cellules en eau et en ions minéraux. Cette sève brute, elle circule dans des vaisseaux. Ces vaisseaux, on les appelle les vaisseaux de xylème. Il s'agit de gros vaisseaux, donc constitués de cellules mortes alignées et donc vidées de leur contenu, et qui présentent des parois très épaisses, épaissies par une molécule très résistante qui s'appelle la lignine. Donc ces vaisseaux de xylème, c'est eux qui permettent du coup d'approvisionner l'ensemble de la plante en eau et en ions minéraux. Au passage, pour ceux qui ont déjà taillé un arbre ou un arbuste, on se rend compte que il y a un sointement à l'endroit où on a fait la taille, on a réalisé la coupe, et bien ce sointement correspond justement à cette sève brute. Autre petite anecdote, le sirop d'érable. Le sirop d'érable est fait à partir de cette sève brute, mais qui est réduit énormément, bien entendu, parce que la sève brute, à la base, c'est extrêmement aqueux, extrêmement dilué. Deuxième type de sève, maintenant, la sève élaborée. Donc cette sève, elle circule du haut vers le bas. À quoi elle sert? Elle va approvisionner tous les organes en glucides, c'est-à-dire en molécules organiques, donc issues de la photosynthèse. Donc on imagine que la photosynthèse, forcément, comme il faut de la lumière, elle est nécessairement réalisée au sein des feuilles, et donc les racines, les tiges, etc. vont pouvoir bénéficier de ces matières organiques-là grâce à cette sève élaborée. Cette sève élaborée, elle circule dans des vaisseaux qu'on appelle vaisseaux de phloème. Ces vaisseaux de phloème, ils sont constitués d'alignements de cellules, encore une fois, mais cette fois il s'agit de cellules vivantes. Les cellules, elles communiquent en fait par des espèces de cloisons perforées, comme on peut voir ici. Et donc l'ensemble d'un alignement de ces cellules de phloème constitue ce qu'on appelle un tube criblé. En coupe, voici ce que ça donne. Donc là on voit que contrairement à tout à l'heure, on n'a pas une coloration verte mais une coloration rouge au carmin vert d'iode, ce qui signifie qu'il n'y a pas de lignine mais de la cellulose. Donc là on n'a pas des cellules lignifiées comme tout à l'heure avec le xylème, mais les cellules contiennent des incrustations de cellulose, donc qui permettent de garder une certaine rigidité, mais sans qu'il soit nécessaire de tuer la cellule. Ces cellules de phloème, en général en coupe, elles sont sous la forme de petits massifs de cellules donc assez petites et enchevêtrées comme ceci. Au passage, donc lorsque vous avez des pucerons ou d'autres parasites sur une tige, c'est cette sève qu'ils convoitent. Donc ils insèrent leur rostre au sein de la tige afin de pomper la sève élaborée, donc au fur et à mesure qu'elle descend dans le végétal. Voilà pour les adaptations qui permettent de transporter les substances nutritives donc d'un point à un autre du végétal. Donc bien sûr, ces vaisseaux de phloème et de xylème forment un véritable réseau dans tout le végétal, que ce soit les tiges, les feuilles ou les racines. Passons donc maintenant à la résistance des végétaux. Donc pour bien comprendre les enjeux tenant à cette dernière partie, il faut bien comprendre que nos végétaux, étant fixés, ne peuvent ni fuir les prédateurs, ni s'abriter lorsque vient le mauvais temps, ou lorsque vient le froid de l'hiver. Je sais pas, quand vous avez par exemple une marmotte, la marmotte, lorsqu'il fait trop froid l'hiver, eh bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans son terrier, mais pour cela elle est obligée de se déplacer. L'arbre, lui, il peut pas faire ça.
De même, lorsque la gazelle se fait courser par un lion, la gazelle elle s'enfuit grâce à sa mobilité très importante. Mais encore une fois, si une vache veut brouter les feuilles d'un buisson, le buisson, lui, il est obligé de rester au même endroit. Donc dès lors, il va falloir un certain nombre d'adaptations qui permettent de limiter ces dommages donc liés aux contraintes de l'environnement, que ce soit le froid, le gel ou encore la sécheresse l'été, mais également pour contrer les prédateurs. Et donc c'est ce qu'on va voir dans la partie qui suit. Commençons par aborder les adaptations aux contraintes de l'environnement. Alors ces contraintes de l'environnement, elles sont principalement de deux types, le gel et la sécheresse. Pour contrer la sécheresse, un tas d'adaptations peuvent exister, mais donc les principales sont les suivantes. Donc déjà, une cuticule imperméable sur les feuilles. Donc comme on peut le voir sur cette image-là, qui est prise au microscope. Donc en fait, contre l'épiderme de la feuille, on voit qu'il y a une espèce de couche cireuse, qui n'est pas constituée de cellules, c'est juste une couche cireuse constituée de lipides, donc de graisse. Et donc cette couche va permettre d'empêcher l'eau de sortir. Donc comme ça va permettre d'imperméabiliser un petit peu notre feuille par rapport aux conditions desséchantes. Il peut également y avoir des poils sur les organes aériens, donc notamment sur les feuilles ou sur les tiges, qui permettent de recondenser l'eau immédiatement une fois qu'elle se soit évaporée de la plante. Donc ces poils vont encore une fois permettre de limiter les échanges d'eau avec l'environnement, donc de limiter la sécheresse. Après, il peut y avoir d'autres adaptations de type parenchyme aquifère, c'est-à-dire stock d'eau. Donc prenez par exemple cette joubarbe, elle a des feuilles qui sont qualifiées de crassulescentes, c'est-à-dire qui sont très épaisses. Ces feuilles contiennent de l'eau en grande quantité dans un parenchyme particulier qu'on appelle le parenchyme aquifère. Le parenchyme aquifère au microscope, ça donne ça. Donc il y a des cellules très très grosses, gorgées d'eau, qui vont donc permettre d'assurer ce stock. Au passage, c'est ce qu'on a également dans les cactus, ce qui permet de résister dans des conditions désertiques. Voyons maintenant un petit exemple d'une plante complètement adaptée à son milieu et donc à la sécheresse, c'est l'Hoya. Donc l'Hoya, il s'agit d'une herbe qui pousse sur la dune, donc on dit même qu'elle va stabiliser la dune, et cette Hoya, elle est dans des conditions extrêmement desséchantes. Je m'explique. Donc déjà, elle va pousser dans un sol sableux, extrêmement drainant, qui ne retient absolument pas l'eau. Ensuite, elle va être soumise à des vents, en général très puissants, tout au long de l'année. Et enfin, elles vont subir les embruns salés issus de la mer, et donc qui dit sel dit moins de disponibilité en eau, donc encore une fois, ça aura tendance plutôt à dessécher le végétal. Donc l'Hoya a un certain nombre d'adaptations qui leur permettent du coup de résister à ces conditions très particulières. Donc déjà, il y a des racines qui partent en profondeur, donc très très profond, là où il y a une humidité un petit peu plus importante. Ensuite, au niveau des feuilles, on voit qu'il y a une structure très particulière. Déjà, les feuilles sont refermées sur elles-mêmes. Toutes les stomates sont dans les replis, donc dans ce qu'on appelle des cryptes stomatiques. Donc comme ça, les pertes en eau, qui sont en général attenant à ces stomates, sont limitées. Et on voit donc qu'il y a présence de ces fameux poils dont je vous parlais tout à l'heure, qui permettent de recondenser l'eau. Et évidemment, tout autour de cette feuille, déjà il n'y a aucun stomate, et ensuite il y a une cuticule épaisse, extrêmement importante, et qui permet d'imperméabiliser complètement la feuille. Donc on voit par cette configuration-là que l'Hoya va cumuler un certain nombre d'adaptations qui lui permettent de résister véritablement bien à ces conditions particulières de sécheresse qu'on trouve dans la dune. Voilà pour les stratégies de résistance à la sécheresse. Voyons maintenant les stratégies de résistance au gel, donc à l'hiver. Donc encore une fois, on a un tas de stratégies différentes qui permettent de résister au gel. La première, c'est bien sûr la perte des feuilles, donc pour certains végétaux, les arbres. Les feuilles étant les organes les plus sensibles au gel, ça leur permet de résister très très bien au grand froid. Donc, notamment parce que les branches et le tronc de l'arbre sont des organes qui sont lignifiés et donc qui sont extrêmement résistants et pour lesquels le gel ne pose pas beaucoup de problèmes. Dans ces cas-là, les futures feuilles sont disposées dans des petits bourgeons qui sont eux protégés par des écailles extrêmement résistantes et complètement isolées du froid, afin que les petites feuilles qui se trouvent à l'intérieur ne soient pas abîmées pendant le long passage de l'hiver. Autre stratégie cette fois chez les herbacées. Donc là on va distinguer plusieurs types d'herbacées. Alors il y a les herbacées qui sont annuelles.
Donc ils vont résister en fait pendant la mauvaise saison, pendant l'hiver, uniquement sous forme de graines. Donc là, elles s'emmerdent pas, c'est-à-dire qu'elles vont carrément mourir pendant tout le long de l'hiver et ne vont subsister que leur descendance, hein, donc sous forme de graines. Donc ils seront, elles, enfouies dans le sol et bien isolées du froid par donc une petite structure de protection. On a également des herbacées de type bisannuel qui, eux, peuvent résister sous forme d'organes de réserve, c'est-à-dire sous forme de tubercules ou sous forme de bulbes. C'est le cas notamment de nos patates. Les patates, c'est quoi? C'est les organes de réserve qui servent donc aux plants de pommes de terre de passer l'hiver. C'est-à-dire que pendant l'été, le végétal va approvisionner ses organes, donc ses tubercules, en matière organique, donc ils vont être gorgés de matière organique, et donc pendant l'hiver, le végétal meurt quasiment intégralement, il ne restera plus que les racines et les fameux tubercules, et donc pendant le printemps prochain, les tubercules vont pouvoir germer, utiliser ces réserves pour créer de nouvelles pousses, et donc de nouveaux végétaux, et donc redévelopper un végétal complet à la sortie du printemps. La dernière stratégie chez les plantes herbacées, c'est ce qu'on appelle les plantes vivaces. Là, il va s'agir de plantes qui sont capables de résister au gel et à l'hiver, et donc qui vont résister, c'est-à-dire qui ne vont pas mourir. Alors, comment elles font? Ou bien elles vont avoir des feuilles donc beaucoup plus résistantes que la moyenne, ou bien c'est des plantes qui vivent tout simplement sous des latitudes où il n'y a pas trop de problèmes, ou bien elles peuvent résister également au ras du sol sous forme de ce qu'on appelle des rosettes, c'est-à-dire qu'on a juste un petit bouquet de feuilles au ras du sol, et donc le froid est beaucoup moins intense. Hein. Au ras du sol, c'est assez rare qu'on atteigne des véritables gelées, donc ce qui leur permet de résister à peu près pendant l'hiver. Voilà, il ne me reste plus qu'à parler de la résistance contre les prédateurs. Donc rapidement, il existe un tas de stratégies qui permettent de résister aux prédateurs, mais en général, il s'agit de stratégies de deux types. Les stratégies mécaniques, donc avec la présence d'épines, de poils urticants, comme c'est le cas notamment chez la ronce, chez l'ortie, chez l'acacia, mais on a également des processus chimiques, donc c'est-à-dire en gros la production de molécules au sein même du végétal qui sont ou bien peu appétissantes pour les prédateurs, ou bien carrément toxiques. Donc ces molécules-là, une fois ingérées, vont donc provoquer des maux de ventre aux prédateurs, ou même, voire même, peuvent carrément les tuer dans certains cas. Allez, un dernier petit exemple pour la route, celui de l'acacia, parce que je le trouve particulièrement complet et intéressant. Donc il s'agit d'un végétal qu'on peut trouver sous nos latitudes, mais qui est notamment présent dans les savanes. Or, dans ces endroits-là, il n'y a pas beaucoup de végétaux, il y a quand même un certain nombre d'animaux pourtant. Donc les végétaux qui y poussent sont soumis à certaines difficultés pour résister aux multiples prédateurs qui peuvent s'y trouver. L'acacia a développé plein d'adaptations qui leur permettent de résister à ceux-ci. Donc première adaptation, les épines, j'en parlais tout à l'heure. Deuxième adaptation, lorsque l'acacia est brouté, il va se mettre à produire une molécule qui est toxique, qui va donc rebuter le prédateur. Troisième adaptation, lorsque l'acacia est brouté, il va émettre également une phéromone végétale, donc qui est l'éthylène, qui va avertir les autres acacias autour, qui eux-mêmes vont se mettre à produire cette substance toxique. Donc vous voyez que là, il y a une espèce de stratégie de résistance de groupe. Et encore mieux, certains acacias ont développé des symbioses avec des colonies de fourmis, et donc vont attirer les fourmis en produisant des substances nutritives à la base de certaines épines, comme on peut le voir là. Les fourmis vont donc s'y installer, mais en échange, donc évidemment elles sont nourries, les fourmis, et en échange elles vont protéger l'arbre. C'est-à-dire que lorsqu'un prédateur va venir attaquer l'arbre, les fourmis sortent et viennent attaquer le prédateur. Donc on voit un bel exemple de symbiose entre l'espèce végétale qui est l'acacia et l'espèce animale qui est la fourmi, donc dans une optique de résistance aux différents prédateurs. Voilà pour cet exemple de l'acacia qui clôt donc mon cours et mon chapitre. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci.